Bonsoir à tous, bonsoir au public, de la Cité Libre. Ce soir, nous nous retrouvons pour une conférence de philosophie et je vais vous faire la présentation, du travail que j'ai réalisé il y a 2 ans pour, les épreuves du CAPES, externe de philosophie. Le CAPES étant bien sûr le concours de recrutement des professeurs du second degré, de l'éducation nationale, du public. Donc il y a 2 ans, le jury a daigné, hein, nous inventer comme sujet de dissertation, le suivant, hein, tenez-vous bien, ouvrez les guillemets et rouvrez les guillemets derrière. «Être soi-même, fin de guillemets, virgule, cela a-t-il un sens? Point d'interrogation, fin des guillemets». Et alors à ce stade-là, en ouvrant le sujet, j'étais pas très content quoi, parce que je me suis dit: «Putain, ça va durer 6 heures, c'est ça le sujet, oh là 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 là». Et puis moi j'aime pas trop, hein, tout ce qui est les sujets sur le moi, l'intériorité, la subjectivité, la conscience, tous ces bestioles-là, je trouve pas que ce soit des parties de la philosophie très intéressantes. Donc au début, j'étais pas content. Puis après, j'ai commencé à travailler au brouillon et tout, parce que bon, 6 heures, il faut bien faire quelque chose quand même. Et je suis arrivé au bout de voilà, X temps, de travail au brouillon à faire un plan qui m'a semblé pas trop mal, hein, je voyais dans quelle direction j'allais pouvoir amener l'analyse du sujet. Finalement en 6 heures, j'ai fait 8 pages, ce qui est pas beaucoup, mais c'est le minimum, nécessaire, on va dire. J'ai eu 11 sur 20 à l'issue des écrits, bon 11 sur 20 ça peut sembler pas beaucoup, si on comparait avec des notes de type bac, hein, mais pour le concours, c'est quand même pas trop mal. Enfin, c'est une note moyenne, on va dire. C'est juste au-dessus de la barre, pour prendre une métaphore, d'athlétisme, hein. C'est juste au-dessus de la barre de justesse et avec ça, j'ai pu aller aux euros derrière. Il aurait pas fallu que ce soit un point de moins, quoi. C'était vraiment, in extremis. Salut à Donc, tous. salut Custodes, on fait une petite conférence, de philosophie, donc je t'invite à ne pas, intervenir. Donc le sujet: être soi-même, cela a-t-il un sens? Alors je voulais l'introduction, on va voir comment ça part un petit peu. Être soi-même est une étrange proposition. C'est un mot d'ordre que l'on peut croiser à tous les coins de rue, sur les magazines qui encombrent les kiosques. On dirait presque que quelque chose est exigé du lecteur, qu'il est interpellé par le rappel d'une norme. À tout le moins, un idéal le sollicite. Sa banalité et son sourire commercial ont des chances de désarmer la méfiance du passant. Parce qu'effectivement, c'est banal, hein, c'est un énoncé ultra banal, c'est un énoncé de magazine de développement personnel, on l'a tous déjà vu, ouais, soyez vous-même, venez comme vous êtes, comme dit la chaîne que vous connaissez. Donc c'est ultra banal. Alors qu'est-ce que c'est que cet idéal ou cet impératif ou cette injonction ou cette sollicitation d'authenticité, de complétude, hein, qui est faite au passant? Il faut se méfier de cet énoncé, cette méfiance même que Nietzsche chérissait comme la première des vertus intellectuelles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on exige de nous quand on nous demande d'être nous-mêmes? En effet, si l'on commence à réfléchir à ce slogan, on comprend qu'il nous appelle vers un changement d'état, de situation, à l'issue duquel nous atteindrons une sorte de cohérence interne, une authenticité, dont nous apprenons par le slogan même qui nous dit qu'on l'a pas encore, mais qu'elle va nous procurer de quoi le devenir, dont nous apprenons par le même mouvement d'interpellation qu'elle nous manque encore, hein, cette complétude, cette authenticité qui ferait qu'on serait vraiment nous-mêmes. Heureusement, grâce aux messages publicitaires ou aux magazines de développement personnel, on a la promesse, hein, que nous allons la regagner, cette authenticité, cette complétude, en adoptant telle ou telle conduite, ou mieux, dans la société contemporaine capitaliste, en acquérant telle ou telle marchandise. Une fois qu'on aura fait ce changement, n'est-ce pas, cette conversion vers le truc qui va nous permettre d'être nous-mêmes, alors nous serons plus complets, plus en accord avec notre personnalité, avec nos valeurs, une fois l'effort consenti. La conformité, la fidélité à notre amour de la nature commande l'adoption de ce nouveau modèle de voiture électrique. Comme ça, on est pleinement soi, hein, on réalise nos valeurs, tout est parfait, quoi. Mais
Mais si, pour nous assurer d'avoir bien compris le message, publicitaire ou autre, nous envisageons le comportement alternatif, alors une difficulté surgit. Ne sommes-nous pas déjà, nécessairement, inévitablement nous-mêmes? N'est-il pas manifestement absurde, vide de sens, de sous-entendre que nous pourrions ne pas être nous-mêmes, c'est-à-dire être quelqu'un d'autre? Et là, on pourrait arriver à la conclusion que c'est encore une ânerie publicitaire et que le slogan n'a absolument aucun sens. On est forcément déjà tout le temps et impérativement nous-mêmes. On ne peut pas être autre chose que soi. Du coup, on pourrait conclure que c'est un slogan qui n'a pas de sens une fois de plus. Cet énoncé était en fait une pure tautologie. Je suis ce que je suis, X est un X. En aucun cas, un être ne peut être autre chose que ce qu'il est. Par conséquent, l'invite à être soi-même est un énoncé dénué de signification. Ça ne se réfère à aucune situation réelle ou possible. Il n'y a rien de raisonnable dans cette injonction, dans cet appel. C'est juste du bruit avec la bouche. Et là, on aurait pu de manière spectaculaire s'en arrêter là dans la dissertation en disant que non, être soi-même, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire, passons à autre chose. Mais il fallait quand même meubler les 6 heures qui restent. On n'allait donc pas pouvoir en rester à cette phase de problématisation. Il y a donc un deuxième mais, qui est une négation de la négation qui précède. Mais, en y repensant, au cours de son trajet, notre passant pourrait en venir à douter, à ne plus être convaincu de l'absurdité de l'énoncé. En effet, il peut se souvenir de certaines circonstances où c'est bien une différence entre des changements d'état réels observables qui étaient exprimés par cette formule. Par exemple, souvenir hypothétique, à la fin de sa vie, son grand-père, avec ses troubles de la mémoire, n'était plus lui-même. D'ailleurs, son entourage disait qu'on ne le reconnaît plus. Il était donc devenu quelqu'un d'autre. Ah, et donc cet énoncé qui apparemment n'avait pas de sens, en fait, dans certaines circonstances, sous certaines modalités, il a un sens. Donc on arrive à une contradiction, d'où la problématisation. On arrive à une contradiction, à un embarras d'idées. On n'arrive pas à savoir, en fait, si cet appel à être soi-même, il a un sens ou s'il n'en a pas. Est-ce que cette expression veut dire quelque chose ou est-ce qu'elle ne veut rien dire? Que peut-elle bien vouloir dire? Quel sens pourrait-on donner à cet appel à être soi-même? Alors, problématisation achevée, annonce du plan. Pour répondre à cette question, donc que peut bien vouloir dire l'appel à être soi-même? On va procéder en plusieurs temps. Alors, ça ne respecte pas les formes canoniques du plan en 3 parties. C'est peut-être pour ça que j'ai pas une aussi bonne note que ça aurait pu être. Premier temps. Nous examinerons d'abord l'idée suivant laquelle être soi-même signifierait se maîtriser, avoir un contrôle lucide de son existence. Les difficultés de cette première position nous conduiront ensuite à redéfinir le fait d'être soi-même comme une puissance, une élimination des contraintes, exigeant l'opposition absolue de l'individu à toute altérité extérieure. Dans un troisième temps, nous montrerons que cette définition est trop radicale et insatisfaisante, en raison du type de subjectivité qu'elle s'imagine possible. Quatrième moment, nous serons amenés à répondre aux problèmes posés en démontrant que, paradoxalement, être soi-même signifie se savoir autre et rencontrer des altérités nécessaires à notre développement. Alors voilà pour le plan. Première partie, premier sens possible à donner à l'expression d'être soi-même, parce qu'il faudrait essayer quand même de lui trouver un sens si on n'est pas satisfait de l'absurdité de l'énoncé, et effectivement il y a des cas où ça semble avoir un sens, donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dans un premier temps, nous pouvons abonder dans le sens de l'exemple rapporté par notre passant,
qui parlait voilà, de son grand-père qu'on ne reconnaissait plus, qui n'était plus lui-même. Donc ça veut bien dire quelque chose de ne plus être soi-même du coup. En effet, les états de crise, de transformation, de franchissement d'une limite sont intéressants pour cerner par la négative ce que veut dire être soi-même. Et ça a été vraiment ma méthode pour travailler la matière du sujet et donner un sens à cette expression. On ne sait pas ce que ça veut dire être soi-même, mais par contre, on trouve beaucoup plus facilement qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être soi-même. Donc on va rapidement en arriver à une catégorie populaire en philosophie, qui est la catégorie de la dépossession de soi, hein, l'écart avec soi, hein, la catégorie de l'aliénation. En effet, ne pas être soi-même, ne plus être soi-même, devenir étranger à soi, c'est être aliéné, comme nous l'aide à le voir l'étymologie, puisque l'aliénation, aliéné, alienus, ça vient du latin qui signifie l'étranger, l'autre que soi. L'aliénation, en un sens général, on pourrait dire que c'est la perte d'une vie qui serait authentiquement et pleinement humaine. Hein. C'est la déshumanisation d'une certaine façon, ou en tout cas la perte d'une part de son humanité. L'aliénation peut prendre des formes multiples, comme par exemple la folie. C'est d'ailleurs l'un des sens courants, ou en tout cas ça a été le sens courant à une époque. On parlait des fous en disant les aliénés, hein, ceux qui ne sont plus eux-mêmes. Alors en quel sens peut-on dire que l'homme qui est fou n'est plus lui-même, qu'il est rendu étranger à lui-même? Eh bien, pour une longue tradition philosophique, notamment représentée par Aristote, l'homme est un être de raison, un être doué d'intelligence, de pensée conceptuelle, de capacité d'abstraire des éléments pour avoir des concepts, etc. L'homme est donc un être de raison, il peut comprendre la réalité, il peut comprendre ce qui existe, et en même temps, c'est aussi inséparablement un être de langage, un être capable de se donner des buts et de les justifier par des raisons. Donc si ça c'est la situation de ce que c'est que l'homme, eh bien l'écart par rapport à cette norme ou à cette essence ferait de l'homme un aliéné, un homme qui a perdu le cœur de son humanité. En un sens psychique et médical, l'aliénation, c'est donc la perte de la compréhension du monde, le trouble, la folie. L'homme qui est fou, c'est l'homme qui est complètement coupé de la réalité, qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont et qui ne raisonne plus correctement, qui n'est plus capable de raisonner, de parler. Voilà. Dans une tragédie antique, Sophocle met en scène la folie d'Ajax, le héros guerrier de la guerre de Troie. Enfin, l'un des héros guerriers de la guerre de Troie, parce qu'il y en a plusieurs, mais bon, l'un des héros de la guerre de Troie. Alors, qu'est-ce qui arrive à Ajax? C'est bien un dieu l'a privé de la raison. C'est Athéna qui l'a condamné à aller se battre de manière complètement anarchique et il va massacrer, sous l'empire de la folie, un troupeau de moutons. Ajax rendu fou, eh bien ce n'est plus vraiment Ajax, il n'est plus lui-même. Il ne reconnaît plus les choses qui l'entourent, il est emporté par sa rage meurtrière, il massacre du bétail, croyant tuer des soldats ennemis. Privé de la raison et du langage, il est dégradé, il est déchu de son humanité, sa personnalité est détruite. Cet exemple pourrait nous amener à conclure qu'être soi-même, c'est être capable de se raisonner, de se maîtriser, de manifester une volonté libre, afin de ne pas être esclave de ses passions. Passions étant définies comme des émotions suffisamment fortes pour nous dépasser, pour s'imposer à nous. L'homme authentique, l'homme qui est vraiment lui-même, du coup, c'est celui qui est un être sage, un être tempéré, qui est tout à fait lucide sur la nature des choses. Et un tel idéal de maîtrise de soi, de rationalité et de lucidité définirait le modèle de la vie bonne dans une perspective philosophique assez classique et conventionnelle. Ce serait par exemple l'idéal des stoïciens ou l'idéal de Descartes. Alors, à la fin de cette première partie, on pourrait s'estimer satisfait. On a réussi, à partir de la négative, à partir de la situation d'aliénation, à définir qu'est-ce que c'est qu'être soi-même. Cependant, une difficulté surgit. Cette définition s'avère insatisfaisante en ceci qu'elle réserve le fait d'être soi-même à certains humains plutôt qu'à d'autres. Il y a en effet des individus dont les capacités ne sont pas altérées de façon momentanée au cours d'une crise, comme Ajax rendu fou par un dieu mais de façon temporaire.
mais dont les capacités sont bien altérées de façon permanente, en raison de leur nature même. Ainsi, des personnes nées avec un handicap mental. Or, quel sens cela pourrait-il avoir de dire qu'elles ne sont jamais elles-mêmes, à aucun moment de leur vie? N'y a-t-il pas, outre le manque de sens auquel conduit une telle définition, parce que du coup on ne comprend pas ce que ça veut dire de dire qu'un handicapé mental il n'est jamais lui-même, il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est, il est handicapé mental, il est comme ça. Donc cette définition échoppe, est prise en tort, en faute sur le cas des handicapés mentaux, et puis outre l'aspect cognitif et définitionnel, n'y a-t-il pas un manque, outre le manque de sens auquel conduit une telle définition, un problème dans le fait de dire que leur vie aux handicapés mentaux serait inauthentique? Point d'interrogation. Il y a une difficulté qui est non seulement définitionnelle ou descriptive, mais aussi éthique. Car de l'idée d'amoindrissement et d'inexistence chez eux d'un rapport authentique à soi, on risque facilement d'en venir à juger que la vie des personnes handicapées est sans valeur, infra-humaine, ce qui pave la voie à la barbarie et au meurtre avec bonne conscience. Donc il y a un problème à la fois descriptif ou analytique, mais aussi éthique, dans une définition de l'authenticité ou du fait d'être soi-même par la maîtrise de soi et la cognition lucide, parce que ça semble déchoir certains êtres humains de leur statut d'humain, ce qui semble à la fois illogique et potentiellement meurtrier. En outre, raison supplémentaire de ne pas s'en tenir à cette première définition posée, on pourrait de surcroît objecter que définir le fait d'être soi-même par la maîtrise des passions présuppose une faculté inexistante. Et là, on attaque la définition en disant que elle présuppose un état ou une manière d'être qui n'existe pas, en fait, qui n'est pas possible. Avons-nous en effet une véritable maîtrise de nous-mêmes à un quelconque moment? Cette conception du soi, de la personnalité, composée uniquement par la raison, est bien étroite et bien critiquable. N'est-il pas vrai que nous sommes sans cesse traversés par des sentiments, des idées, des pensées, des rêves, que nous ne soupçonnions pas l'instant d'avant, et que nous ne maîtrisons pas? Et ces éléments passionnels, ces éléments affectifs, ces éléments imaginaires, ne font-ils pas tout autant que notre réflexion consciente partie de nous-mêmes? Ne nous constituent-ils pas autant que l'usage de la raison? L'homme ne doit pas se définir uniquement par ce qu'on pourrait appeler son côté diurne ou ensoleillé ou conscient, mais aussi par son côté nocturne, rêveur, imaginatif et passionnel. Les deux composent la personnalité, ça n'a pas de sens de dire que l'un fait ce qu'on est et pas l'autre. Donc on voit que cette définition échappe sur plusieurs problèmes fondamentaux, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir accepter un tel sens à être soi-même. On va donc rebrousser chemin et abandonner la première partie, la thèse. Alors, quelle est la difficulté qui nous a emmenés dans une telle impasse et qui fait qu'on va devoir changer de perspective? Sans doute avions-nous construit une conception trop limitée de l'aliénation, en nous en tenant à un cas particulier, le cas de l'individu rendu foudrage, jeté hors de lui-même par la folie. Il nous faut élargir ce concept, et nous allons redéfinir à présent l'aliénation comme relevant de l'impuissance, et non pas simplement de la perte de la capacité de raisonner. Alors, définir l'aliénation comme l'impuissance, on peut l'exemplifier par différents cas. Pensons par exemple au cas de la domination politique. L'esclave, par exemple, est contraint à une vie inauthentique par la violence, par le pouvoir arbitraire qu'exerce sur lui son propriétaire. L'esclave n'est pas libre, il est servile. Pour Amadou et son maître, il est contraint à la servilité, à la flagornerie, au mensonge. Il est contraint de ne pas être lui-même. Il est contraint de se faire passer pour quelque chose qu'il n'est pas. Par conséquent, l'esclave ne peut pas être l'ami de son maître, il ne peut pas être honnête avec lui, il ne peut pas lui dire les choses telles qu'elles sont. Il est rendu insincère par la peur, par sa situation de domination et par son impuissance, fondamentalement. Il est rendu impuissant par sa situation de domination
C'est ce qui fait que l'esclave n'est pas lui-même. C'est l'aliénation politique, qui peut prendre des formes, à vrai dire, moins radicales que le cas de l'esclavage, qui est un peu flagrant. Cette aliénation politique prend des formes changeantes dans l'histoire des sociétés. Ainsi, l'un des encyclopédistes du XVIIIe siècle, le baron d'Holbach, a publié un essai sur l'art de ramper à l'usage des courtisans, dans lequel il se moque de la veulerie des aristocrates qui sont obligés de flatter le roi pour mener leur vie. Et donc de mimer, de simuler, de se faire passer pour, de séduire, bref, d'être dans le paraître au détriment de leur être. Alors ça, c'est la dépossession ou l'impuissance due à des contraintes politiques. Mais en réalité, les contraintes qui nous jettent hors de nous-mêmes et qui nous aliènent sont de nature diverse. Elles pourraient être aussi, par exemple, économiques. Ces contraintes qui nous rendent impuissants. Le salarié moderne, par exemple, dans son rapport à sa hiérarchie, est-il vraiment si différent du courtisan raillé par d'Holbach au XVIIIe siècle? Au regard du droit de cuissage, entre guillemets, exercé sur des ouvrières françaises, étudié dans un récent ouvrage de sociologie historique, il est permis d'en douter. Pensons aussi au plus vieux métier du monde, la prostitution. Triste modèle de sexualité inauthentique, où on ne désire pas l'autre, mais son argent. Prostitution dans laquelle c'est une contrainte de nature économique, une nécessité de nature économique, parfois d'ailleurs accompagnée de violence, qui impose sa conduite à l'individu sans que celui-ci puisse exprimer qui il est vraiment en étant fidèle à son désir et en s'intéressant pour de bon à autrui, plutôt qu'à son argent. Donc après l'examen de cette deuxième forme d'aliénation, qui n'est plus politique et économique, dans un troisième temps, on la considère sous l'angle de la destruction de la capacité à penser. Donc une forme d'aliénation qu'on pourrait qualifier de cognitive ou d'intellectuelle, même si ce n'est pas exactement le même cas que la folie. La forme achevée de la dépossession de soi par une contrainte extérieure, c'est de ne plus pouvoir penser par soi-même, d'être assommé par sa situation de passivité forcée. Pensons par exemple à un cas d'abrutissement qui a des origines économiques, l'abrutissement de l'esprit par le travail industriel, qui a été vécu et relaté par la philosophe française Simone Veil, dans son ouvrage La condition ouvrière, relatant son expérience de travail volontaire à l'usine, où elle décrit l'abrutissement que constitue ce type-là de journée de travail. Ou bien autre forme d'abrutissement orchestré par une contrainte extérieure, cette fois-ci ce n'est plus le travail industriel, mais c'est le contrôle des esprits par la propagande totalitaire, donc une forme d'aliénation politique qui va jusqu'à rendre les individus impuissants intellectuellement. Un cas limite en fait, puisque c'est un cas fictionnel, mais qui a quand même des équivalences dans la propagande du monde réel, c'est évidemment l'appauvrissement délibéré du langage qu'imagine George Orwell, le romancier. Dans son roman dystopique 1984, les individus sont asservis par un régime totalitaire qui manipule le langage pour le rendre pour l'appauvrir, pour le rendre purement fonctionnel, purement cohérent avec la reproduction de cette société totalitaire. Bref, c'est une langue dans laquelle on ne peut pas penser et on ne peut pas s'opposer surtout. Donc là, ce sont bien des formes de dépossession qui rendent les individus complètement étrangers à eux-mêmes, qui les rendent impuissants, tristes, et ça donne un sens finalement à l'aliénation. Une fois acquise une idée claire de l'aliénation, une idée plus riche que la première détermination par laquelle on l'avait caractérisée, on avait d'abord dit que c'était une folie ou une impuissance à raisonner, ensuite on a montré que ça peut être une impuissance de manière beaucoup générale, eh bien on pourrait avoir tendance à penser, puisque l'aliénation c'est l'impuissance, que être soi-même, c'est opposer fermement sa volonté, son esprit, son être à l'extérieur, à ce qui n'est pas nous. Puisque c'est forcément de l'extérieur que viennent les contraintes qui nous accablent. Puisque je ne suis pas moi-même quand je suis forcé à être autre chose que ce que je veux, alors je serai vraiment moi-même en étant complètement opposé à ce qui m'entoure et à toute forme de contrainte qui pourrait m'atteindre. C'est logique.
Dans cette troisième partie, on va donc en arriver à une redéfinition de l'authenticité ou du fait d'être soi-même. Être soi-même, n'est-ce pas donc refuser de feindre, refuser de faire des concessions, des politesses, être inaccessible au compromis, rejeter toute limitation, s'affirmer pleinement, orgueilleusement, être intraitable? Ne faut-il pas défier le monde pour être fidèle à soi-même? Cette conception de la personnalité authentique comme un être entier, farouche, a marqué historiquement certaines formes du romantisme et de l'anarchisme. Pensons par exemple à l'ouvrage du philosophe allemand Max Stirner, L'unique et sa propriété, 1841, dans lequel Stirner fait une véritable équivalence entre l'authenticité et l'individualisme absolu. Qu'est-ce qu'être libre, qu'est-ce qu'être soi-même pour Max Stirner? Eh bien, c'est s'en tenir à soi, c'est être son propre souverain, briser les contraintes extérieures, à commencer par les fausses valeurs supérieures qui nous sont imposées de l'extérieur. Il faut rejeter Dieu, l'État, la société, l'humanité ou toute autre valeur auquel l'individu pourrait être sacrifié. Toutes ces normes ou tous ces idéaux sont autant de fantômes, comme dit Stirner, ou d'idoles, comme écrira Nietzsche une trentaine d'années après, parce qu'elles brident notre expression personnelle, parce qu'elles nous font nous sacrifier pour ce qui n'est pas nous. Elles nous limitent, elles nous rendent impuissants par rapport à l'expression de notre ego. Par conséquent, l'être vraiment fidèle à lui-même, l'individualiste pur, l'unique, comme l'appelle Stirner, c'est le sujet réellement fidèle à lui-même, le sujet qui ne transige pas sur ce qu'il désire, qui va jusqu'au bout de ce qu'il veut, parce qu'il n'admet pas de concessions et pas de contraintes. Voilà ce que ça veut dire être soi-même. Alors évidemment, si on conclut là la copie, on passe pour un anarchiste extrême et c'est pas forcément bien vu quand on veut être enseignant. Du coup, obligation de critiquer cette dernière position. Hein. Surtout qu'au-delà de l'aspect intéressé de l'exercice de la dissertation, il y a quand même des vraies raisons philosophiques de fond de ne pas se satisfaire d'une telle définition de l'authenticité. En effet, critique de la troisième position, qui suis-je vraiment si je campe sur un rejet total du monde autour de moi? Comment orienter mon action sans valeur extérieure, sans reconnaître une quelconque pertinence aux autres entités? Si je me définis comme une pure opposition aux contraintes, je me définis d'une manière qui est totalement vide, qui n'est pas motivée vers quelque chose. Je reste sans contenu propre. C'est un peu ça le problème de l'individualisme stirnerien, c'est un individualisme qui est vide de contenu en fait. Je m'oppose aux contraintes du monde, je veux affirmer totalement mon ego, sauf que je ne suis rien, puisque je ne suis motivé vers rien, vers aucune valeur, vers aucune réalisation. Sans compter que c'est plus ou moins suicidaire et infaisable. Enfin bon, voilà, on ne peut pas vivre de manière complètement individualiste. Alors si être libre, c'est être libre parce qu'on n'est rien, eh ben, on doit en revenir à ce stade-là de la réflexion, à l'idée que décidément, être soi-même, ça veut vraiment rien dire. On n'arrive pas à donner un sens positif et utilisable ou susceptible d'exister à une telle valeur. Comment m'affirmer moi-même contre le monde si je n'ai pas de contenu propre? Ce problème, cette aporie finalement de l'individualisme absolu, va hanter l'écrivain français de droite radicale, Maurice Barrès. Maurice Barrès avait commencé sa carrière dans les lettres en obtenant la gloire par une trilogie romanesque célébrant l'individu opposé à la société. C'est la trilogie appelée celle du culte du moi, et dont le tome 2, je crois, ça s'intitule L'ennemi des lois. Donc c'est quasiment anarchiste, hein, on est dans les années 80 en France, 1880 au 19e siècle. Il y a un côté anarchiste individualiste et dandy chez le jeune Barrès. Après avoir eu cette position pendant plusieurs années, Barrès étonne ses contemporains en prenant un tournant politique conservateur et nationaliste à la fin du 19e siècle, en rejoignant l'extrême droite anti-dreyfusarde. Et alors, quel est le mouvement intellectuel qui va amener Barrès à passer de l'individualisme au conservatisme? Eh bien, pour sortir de cette espèce de vide
de l'individualisme absolu, de cette stérilité glacée du moi qui s'affirme totalement contre le monde et qui n'a pas de contenu propre, qui ne sait pas qui il est finalement, Barès va découvrir une ligne de conduite à travers le déterminisme de la personnalité. Être soi-même, c'est bel et bien s'affirmer, mais le moi n'est pas sans contenu. Barès est un patriote lorrain. Il prend conscience que le sens de son existence dépend de sa culture, des valeurs qu'il a reçues, des influences qui ont façonné sa sensibilité, sa personnalité. Il n'est pas un pur ego jeté dans un monde hostile. Il est une certaine réalité particulière. Il a des valeurs qui lui ont été transmises. Il veut donc qu'elles survivent, parce que vouloir que son ego s'affirme, c'est vouloir que ceux qui le constituent se prolongent. Mais de même que le moi individuel, le moi anarchiste de Stirner était l'ennemi de tous les autres égos, de même le moi collectivisé de Maurice Barrès, le moi national, doit affirmer sa puissance contre les autres moi nationaux. La France doit lutter contre les contraintes extérieures à sa puissance et contre les facteurs de différenciation qui risquent de la dissoudre et de l'affaiblir de l'intérieur. Pour être pleinement lui-même et donc réaliser le déterminisme de sa personnalité, Barrès fera donc la guerre aux métèques et aux juifs. Il embrassera la colonisation, la xénophobie, le racisme et le militarisme. Être soi-même, c'est s'en tenir à soi, mais aucune personnalité n'est une feuille blanche. L'homme n'existe que dans un peuple particulier, dans une époque particulière. Il est enraciné, façonné par la race, le moment, le milieu, selon la formule d'un des maîtres intellectuels de cette France fin de siècle, Hippolyte Taine. Maintenant, on sait vraiment ce que c'est qu'être soi-même. C'est être porteur d'une culture et la faire perdurer à travers les âges contre toutes les autres sociétés de manière absolutiste. Alors, cette conception amène à son tour à une difficulté qui fait qu'on ne va pas pouvoir s'en tenir là. Parce que si on s'en tenait là, ce qui est nié par cette conception déterministe et fixiste, en fait, c'est l'évolution de la personnalité. L'évolution de la personnalité dans cette conception devient impensable et incompréhensible. La conception de l'ego chez Maurice Barrès veut garantir la cohérence du moi par l'isolationnisme culturel. Il faut figer l'individualité. Être soi-même, ça serait donc rester le même, rester identique à soi, inaltéré. Sauf que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que rien ne reste identique. Parce que l'identité n'est qu'une fixité imposée à un monde qui est lui-même en mouvement. C'est toujours une paresse ou un arrêt de la pensée de penser que les choses ne changent pas. En réalité, comme l'écrivait le philosophe présocratique Héraclite, tout s'écoule, tout est en transformation permanente. Il n'y a pas d'arrêt possible pour le sujet. Le sujet est dans le monde, il fait partie du monde, et l'être est en mouvement, en transformation continue. Donc, ça ne peut pas être ça le sens de rester soi-même, ou d'être soi-même plutôt. Si être soi-même doit avoir un sens, ça ne peut pas être d'être intraitable, d'être immuable, d'être fermé, d'être hostile au changement. La conception barésienne est irréaliste. Elle produit un sujet crispé. C'est l'aliénation identitaire. L'aliénation identitaire, c'est celle qui consiste à croire qu'on peut rester ce qu'on est. Alors en fait, on ne peut pas. Et du point de vue des catégories, l'erreur fondamentale qui sous-tend cette conception, c'est qu'elle présuppose un moi substantiel, un noyau immuable de la personnalité qui survivrait à tous les changements. Cette conception du sujet est essentialiste, ou substantialiste peut-être, faudra-t-il dire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas en rester là et qu'on ne peut pas accepter cette conception ? Eh bien, n'est-il pas vrai que la personnalité est n'est-il pas vrai que la personnalité est un ensemble d'habitudes acquises au cours de la vie
en raison des relations entre l'individu et le milieu. C'est-à-dire quelque chose qui se fait, mais qui se fait par des interactions dynamiques. Et donc qui ne reste pas ce que c'est. Un philosophe aussi sincèrement religieux que Pascal expliquait ainsi que la foi naît elle-même par habitude. On se met à croire à force de prier, en communion avec la présence d'une communauté religieuse. On commence à croire à force de croire à ce qu'on fait, à force d'être habitué à ce qu'on fait. On devient ce qu'on est à force d'habitude. Chacun trouvera dans sa vie personnelle des illustrations de ce processus. On devient un joueur de tennis ou d'une autre activité compétent à force de s'entraîner. On devient un bon nageur en nageant, et ainsi de suite. Donc, contre l'essentialisme psychologique, il faut souligner qu'il y a une constitution pratique, historique et sociale de la personnalité qui interdit d'identifier la vie authentique, la vie non aliénée, à l'acceptation de caractéristiques psychiques prétendument originaires et inaltérables. En fait, se penser déterminé et voué à ne pas pouvoir changer, se penser la continuité d'une tradition immémoriale fixe, eh bien, c'est faire, selon Jean-Paul Sartre, acte de mauvaise foi. C'est nier sa propre muabilité. Dans L'être et le néant, Jean-Paul Sartre analyse la mauvaise foi comme une dénégation de notre aptitude à l'auto-transformation. Ce n'est pas parce que je m'habitue depuis un certain temps à jouer le garçon de café que je suis fait pour rester un garçon de café. Je pourrais devenir autre chose plus tard. Ce que je suis à un instant T n'est jamais que la conséquence d'un ensemble d'interactions avec d'autres individus, avec mon milieu, avec mon environnement, et mon histoire n'est pas terminée. Nous sommes certes marqués par un héritage culturel, mais nous ne sommes pas obligés de répéter mécaniquement ce qui a été transmis. Quand on hérite de quelque chose, d'un objet matériel, on n'est pas obligé de le garder, ou si on le garde, on n'est pas obligé de le garder à l'identique. On peut en faire quelque chose de différent, ne serait-ce que parce que les circonstances, l'histoire, nous obligent d'en faire quelque chose de différent. Ou en tout cas, nous appelle à en faire quelque chose de différent. Nous laisse la possibilité d'en faire quelque chose de différent. On ne peut donc pas accepter la conception identitaire du sujet parce que la personnalité est en transformation continuelle et a une capacité d'auto-transformation. Et cette variabilité inscrite dans le sujet, qui fait qu'il ne reste pas ce qu'il est, eh bien, elle joue un rôle essentiel dans la définition positive à laquelle on va arriver en conclusion pour définir ce que ça veut dire d'être soi-même. Être soi-même, être authentique, mener une vie authentique, c'est avoir conscience de cette capacité de changement, de muabilité, de devenir qui est inscrite en nous. C'est avoir conscience qu'on porte en nous une part d'altérité, une part de devenir, au-delà des habitudes qui nous ont façonnés pour une période limitée de temps et sous des conditions particulières et contingentes. Nous avons inscrit en nous la possibilité de nous transformer, d'être pleinement et entièrement nous-mêmes, c'est-à-dire d'être un être vivant, un être ouvert, évolutif et en devenir. La vie, c'est le changement. C'est en ce sens que Gilbert Simondon pouvait écrire dans sa thèse principale de 1958 que le sujet est plus qu'individu. Le sujet est un être qui comporte en lui une part de devenir et qui n'est pas purement ceci ou cela, qui n'est pas purement une chose fixée et terminée. Nous sommes des êtres inachevés et nous nous constituons par nos relations et nos choix. Nous portons en nous l'aptitude à nous individuer, à nous transformer, à devenir autres et meilleurs que nous ne sommes. Nous ne sommes nous-mêmes que dans la mesure où nous accomplissons ces progrès, où nous transformons notre personnalité, où nous renversons des aliénations, où nous sortons de l'impuissance. Et par conséquent, cette conception de l'authenticité transforme la perception d'autrui, qui n'est plus simplement une contrainte à ma liberté, mais aussi un appui possible pour le déploiement de cette liberté.
Loin qu'autrui soit toujours et uniquement la limite de ma puissance, il est aussi ce par quoi est possible une heureuse rencontre, c'est-à-dire une synergie, une intensification de mon être qui le réalise de manière plus profonde. On comprend dès lors qu'être soi-même, c'est par un paradoxe apparent être inachevé, en train de changer, en train de rechercher ce qui nous est adéquat, ce qui nous amplifie, ce qui parfait notre être, d'une manière bien évidemment toujours à continuer, qui n'a pas de cessation ou de perfection absolue. Être soi-même est donc beaucoup moins affaire de rationalité que de liberté, c'est-à-dire de développement effectif de ce que nous pouvons faire avec les autres. C'est-à-dire de développement affectif de ce que nous pouvons faire avec les autres. L'accomplissement a lieu dans et par les collectifs qui nous permettent de faire plus et d'être autre chose que ce que nous étions. Et ça n'est possible que pour une personnalité qui n'est pas aliénée par l'identitarisme et par le refus de l'altérité qu'elle porte en lui, de la puissance de différenciation, d'écart et de rupture que nous pouvons imposer à nos habitudes, et qui fait l'autre moitié indispensable de ce que nous sommes.